Bonjour à vous, bonjour cher Laurent. Bonjour Sonia. Et bienvenue à tous à la grande interview sur CNews et Europe 1 en format spécial ce matin après le séisme judiciaire hier autour de la condamnation et de l'inéligibilité de Marine Le Pen. Les conséquences politiques sont très importantes, bien sûr, majeures, conséquences aussi démocratiques sans doute pour notre pays. Sa parole est très attendue. Notre invité ce matin, c'est le président du Rassemblement national. Bonjour à vous, Jordan Bardella. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer les suites immédiates de cette condamnation, évoquer l'avenir du parti, le vôtre également, Jordan Bardella, et bien sûr celui de Marine Le Pen. D'abord, première question. Est-ce que vous considérez comme Marine Le Pen que la sanction prononcée contre elle, je mets à part le jugement sur le fond pour détournement de fonds publics, est une décision politique qui vise à l'empêcher de se présenter? La magistrate a argué du fait qu'il pourrait y avoir un trouble à l'ordre public. Je considère que cette décision est disproportionnée, qu'elle ne s'inscrit pas dans la philosophie de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et que s'agissant de ce dossier un peu plus largement dans son ensemble, il s'agit d'une négation pure et simple de l'état de droit, puisque notre droit à un procès équitable a été violé. Je vous rappelle que durant le procès, on avait beaucoup commenté cette phrase de la procureure qui, s'agissant de l'un des dossiers des prévenus, avait indiqué, trahissant sans doute là sa partialité, qu'elle n'avait pas d'éléments pour demander la relaxe, mais que ça lui ferait trop mal de la demander. Et évidemment, le droit au recours qui est violé. Rendez-vous compte que ce lundi 31 mars 2025, des juges ont décidé d'éliminer purement et simplement de la course à la prochaine présidentielle la candidate du Rassemblement national, qui est non seulement la candidate du premier parti de France, mais qui, dans toutes les intentions de vote record, est non seulement donnée au second tour sans aucun débat, mais en plus présentée et donnée au regard de ces sondages comme la favorite et comme potentiellement la prochaine présidente de la République. Donc les conséquences seront extrêmement lourdes. Est prévue par la loi, Jordan Bardella. Pardon. On va rentrer dans l'intimité de l'exécution provisoire. Mais dans tout état de droit, on a droit précisément à un deuxième degré de juridiction. D'abord, s'il existe des cours d'appel, c'est parce qu'il arrive aux tribunaux de première instance de commettre des erreurs. Et si derrière il existe des cours de cassation, c'est parce qu'il y a possibilité dans le droit français que des erreurs soient commises. Nous sommes non seulement totalement innocents des faits qui nous sont reprochés dans cette affaire, nous parlons là d'un désaccord administratif sur la manière dont travaillent des assistants au Parlement européen. Et en dépit de cela, on prive des millions et des millions de Français de leur candidate naturelle et légitime à l'élection présidentielle. Donc il y a des millions de Français qui, ce matin et qui depuis hier, sont indignés et qui ont le sentiment que des juges ont décidé de manière disproportionnée, de manière politique et de manière partisane d'entraver la grille de départ de la prochaine élection présidentielle. Depuis hier et le prononcé des peines, les mots utilisés par votre camp et au-delà d'ailleurs sont forts. Vous venez à l'instant de parler de négation de l'état de droit. Vous avez dit hier que la démocratie française a été exécutée. À vos yeux, que vivons-nous? Que vivez-vous précisément? Comment vous caractérisez ce basculement? Et est-ce que vous faites un lien avec ce qui s'est passé et ce qui se passe en Europe, notamment avec ce qui s'est passé en Roumanie avec le candidat et le favori également qui a été empêché? D'abord, on a rarement vu une motivation aussi politique. La raison qui est invoquée par le tribunal pour justifier de la mise en œuvre d'une exécution provisoire, quand on met une exécution provisoire, c'est parce qu'on considère qu'il y a potentiellement un risque de récidive ou qu'il y a potentiellement un risque de trouble à l'ordre public. Le tribunal ne parle pas du tout de cela. Le tribunal fait un lien direct avec la prochaine élection présidentielle. La justification de cette exécution provisoire, que les Français m'entendent bien ce matin, a été dit dans les termes suivants. Si Marine Le Pen est élue présidente de la République dans quelques mois, et qu'elle a été condamnée en première instance, on ne parle pas d'une condamnation définitive, on parle d'une condamnation en première instance pour ce désaccord administratif avec le Parlement européen, il y aurait un risque de trouble à l'ordre public. Donc, on ne peut pas faire plus clair comme motivation politique, comme jugement partial et comme décision qui est une décision partisane. Quand on fait de la politique, on n'est pas au-dessus des lois, mais on n'est pas non plus en dessous. Et il y a des millions de gens qui, ce matin, ont le sentiment que Marine Le Pen a été jugée avec cette violence et cette brutalité
non pas comme une justiciable comme une autre, mais parce qu'elle est Marine Le Pen et parce que son tort est d'être aujourd'hui en capacité de mener le camp national à la victoire. Donc oui, il y a un climat. Et je dis aux Français qui nous écoutent ce matin, en France, en Europe, plus largement, aux Français qui nous écoutent ce matin, que tout sera fait pour nous empêcher d'arriver au pouvoir. Vous avez raison de rappeler qu'il y a, parler de l'Europe, il y a quelques jours en Roumanie, une décision de justice a non seulement annulé une élection, mais elle a empêché de se représenter à cette élection le candidat qui est sorti en tête du premier tour. Pour cause de soupçons d'ingérence, précisons-le. De soupçons d'ingérence. Bon, il n'y a pas eu de verdict de justice, il n'y a pas eu de décision de justice. Il y a des soupçons qui sont émis par des gens qui sont des adversaires politiques. Quelle est cette démocratie ? Quel est ce pays, la France en l'occurrence, pays des droits de l'homme, pays des libertés, pays de l'universalisme républicain, où en quelques jours, on ferme la première chaîne de la TNT, C8. C8. On empêche la leader de l'opposition, donnée comme la favorite dans tous les sondages à cette élection présidentielle, de se présenter sans possibilité de faire appel d'une décision de justice que nous contestons sur le fond et sur la forme. Où on requiert de la prison ferme contre un ancien président de la République et où on met à mort financièrement un mouvement politique comme le Rassemblement national qui écope de millions d'euros d'amende. Donc il y a un climat et je dis aux Français qu'il y a une dérive extrêmement grave aujourd'hui qui ne ressemble pas à l'idée que nous nous faisons de la démocratie française. Donc je suis extrêmement inquiet par cette décision. Je suis extrêmement inquiet aussi pour la suite, parce que, encore une fois, j'ai le sentiment que tout sera fait pour nous empêcher d'arriver au pouvoir. Mais croyez-moi, cette décision de justice, elle ne suffira pas. Parce qu'il y a des millions de Français qui sont indignés et l'espoir qui s'est levé dans le pays, l'espoir que nous portons avec Marine Le Pen, croyez-moi qu'il n'est pas prêt d'être enterré demain matin. Le chemin de l'aveu même de l'avocat de Marine Le Pen, il est aujourd'hui étroit, mais ce chemin, il existe. Il y a possibilité d'ailleurs que le calendrier de l'appel se synchronise avec le calendrier électoral de manière à ce que nous puissions défendre notre bonne foi devant les tribunaux en appel de facto et de droit. Mais le chemin, il est étroit, le chemin, il existe. Et moi, je vais me battre jusqu'au bout pour que nous puissions, avec Marine, démontrer notre totale innocence, notre bonne foi et surtout la politisation de cette décision. Jusqu'au dernier moment, Marine Le Pen s'est dite sereine avant cette condamnation. Vous avez été surpris. Pourquoi avez-vous été surpris ? Pourquoi, à partir du moment où les juges avaient cette disposition qui était possible, l'exécution provisoire de l'inéligibilité, pourquoi s'en serait-il privé ? Est-ce que ça, c'est une question que vous n'avez pas posée avant ? Vous n'avez pas anticipé cela ? Parce que je restais accroché à l'idée que nous étions un grand pays, un état de droit, une démocratie, et que le terrain politique devait être l'espace sur lequel on combat ses adversaires politiques, pas sur le terrain judiciaire. Il faut entendre aujourd'hui ce que disent, non pas les gens du Rassemblement national, parce qu'ils vont vous dire la même chose que moi, et ils vont faire part du même cri du cœur et de la même indignation. Il faut écouter ce que disent aujourd'hui, non seulement les adversaires politiques de Marine Le Pen. J'ai entendu M. Mélenchon indiquer lui-même qu'on ne pouvait pas de manière provisoire, préventive, sans possibilité d'appel, priver quelqu'un de se présenter à une élection devant le suffrage des Français. J'ai entendu, M. Attali, Jacques Attali. On ne va pas dire que ça vient du Rassemblement national, s'offusquer d'une telle décision. J'ai entendu il y a quelques semaines, avant même, il avait encore cette liberté de parole quand il était parlementaire, le garde des Sceaux actuel, Gérald Darmanin, qui indiquait que le terrain contre le RN devait se faire sur le champ politique, jamais sur le champ judiciaire, parce que, encore une fois, ça n'était pas un service à rendre non plus à ceux qui luttent contre le Rassemblement national. Et je vais vous dire, je dis aujourd'hui aux adversaires qui peuvent se réjouir de cette décision. J'ai vu certains macronistes dire, c'est comme ça, il faut... C'est la loi, c'est l'application de la loi, disent-ils. En quoi ils ont tort de dire que c'est l'application de la loi, d'ailleurs ? Moi, je veux leur dire qu'aujourd'hui, c'est nous. Demain, ce sera eux. Vous voyez ? Parce que aujourd'hui, c'est plus le gouvernement des juges. Aujourd'hui, c'est la tyrannie des juges. Il est vrai que ces décisions, elles sont motivées généralement d'un camp politique contre un autre. Ça, je vous l'accorde. Mais cette dérive extrêmement grave devant laquelle nous assistons depuis maintenant plusieurs heures, elle inquiète des millions de Français. Et quand je parlais de ce chemin, je parle des adversaires politiques
de Marine Le Pen qui s'en offusquent, mais je parle aussi de spécialistes. Je parle de membres éminents du Conseil constitutionnel, certes, mais comme M. Schuttle, est-ce que vous n'avez pas péché par déni ? Je termine. N'avez-vous pas péché par déni, par naïveté de ne pas penser à une telle issue quand même ? Je vais vous répondre. J'ai lu le témoignage de M. Schuttle. M. Schuttle, il dit quoi ? Il dit que cette décision, elle n'est pas conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, à sa décision notamment de vendredi dernier, qui impose dans cette inéligibilité avec exécution provisoire, vous me dites c'est la loi, vous avez raison au moment où on se parle, mais le Conseil constitutionnel, qui est le gardien du droit, le gardien de la Constitution, dit une chose très simple, il faut qu'il y ait un principe de proportionnalité. Attention à ce qu'une telle décision ne vienne pas contrevenir à la liberté des électeurs. Quand vous contrevenez à la liberté de 37%, de 34 à 37% du corps électoral, c'est un sondage IFOP pour le JDD de dimanche dernier, alors cette décision est disproportionnée. Et il y a beaucoup de gens qui ont le sentiment qu'elle est disproportionnée. Nous sommes quand même dans un pays aujourd'hui où des magistrats de ce même tribunal judiciaire sont menacés. D'ailleurs, le garde des Sceaux s'est exprimé pour dire toute son indignation. Est-ce que vous partagez cette indignation, même si vous dénoncez la tyrannie des juges? On ne peut pas, aujourd'hui dans notre pays, menacer des juges, quelle que soit leur décision. Mais que je sois extrêmement clair, les menaces, les injures ou les insultes à l'égard de juges ou de magistrats, elles sont inacceptables et nous les condamnons avec la plus grande fermeté. Moi, je considère aujourd'hui que les Français doivent s'indigner. Et je leur dis, indignez-vous. Nous allons, ce week-end, organiser des distributions de tracts, des mobilisations démocratiques, pacifiques, sereines. Je n'appelle pas du tout à des actes qui pourraient, je veux dire, pour le coup, servir d'argumentaire à nos adversaires. Et je condamne avec la plus grande fermeté les atteintes, en tout cas les menaces pour l'instant qui ont été proférées à l'encontre des magistrats. C'est pas le sujet. Encore une fois, les décisions de justice, on peut les combattre sur le plan du droit, on peut les combattre politiquement avec la plus grande force, avec la plus grande fermeté. Je considère que la démocratie, c'est la violence des mots, jamais la violence physique. Donc nous condamnons toute forme de violence ou toute forme de menace. Je suis extrêmement clair sur ce sujet. Y compris celle des mots, donc. Y compris celle des mots, et encore une fois avec la plus grande fermeté, qu'on m'entende bien ce matin. J'ai entendu hier sur une chaîne d'infos, Madame Lenoir, ancienne ministre, membre honoraire, au moment où on se parle, du Conseil constitutionnel. Elle dit quoi s'agissant de cette exécution provisoire? La même chose que M. Schuttle, elle dit qu'elle n'est pas fondée en droit. Donc, quand vous avez les adversaires politiques du RN, quand vous avez d'éminents spécialistes, parfois anciens membres du Conseil constitutionnel, qui viennent souligner cette disproportion, cela me fait dire qu'il y a non seulement un chemin, mais que nous allons nous battre pour prouver notre bonne foi. Avançons un peu, Jordan Bardella. Marine Le Pen, hier soir à la télévision, est apparue très combative. Elle va faire appel. Elle l'a toujours été. Elle a dit elle-même qu'elle était éliminée. Vous pensez qu'elle est éliminée de la course à la présidentielle aujourd'hui? De fait, une exécution provisoire, le but de cette exécution provisoire, c'est d'éliminer Marine Le Pen de la course à l'élection présidentielle. Est-ce qu'elle l'est, à vos yeux? De facto, mais de droit, il reste encore aujourd'hui un chemin. Ce chemin, il s'appuie sur deux sujets extrêmement simples. C'est la possibilité d'un appel avant la prochaine élection présidentielle qui, je le rappelle, nous sommes totalement innocents sur le fond, aurait pour but et pour souhait de notre part de nous rendre notre innocence. Encore une fois, s'il existe des cours d'appel, c'est parce que les tribunaux de première instance peuvent commettre des erreurs, et ils ont commis une erreur en nous condamnant dans cette affaire. Et deuxièmement, il y a je dirais, ce sujet du non-respect à notre sens, et au sens de beaucoup d'experts, y compris des membres du Conseil constitutionnel, du non-respect de cette jurisprudence qui a été prononcée et rappelée vendredi dernier. On a compris que le chemin judiciaire est étroit. Ce sont les mots de l'avocat de Maître Bossu, l'avocat de Marine Le Pen. Vous-même la situation complexe finalement et l'agenda judiciaire. Est-ce qu'il y a d'autres scénarios sur la table? Est-ce que vous imaginez une loi d'amnistie? Expliquez-nous comment, par exemple, vous parlez de rassemblements populaires pacifiques. Comment de tels rassemblements, aussi importants soient-ils, peuvent-ils changer une donne judiciaire aujourd'hui? Je vais vous dire, moi je refuse de m'habituer à ce que, en quelques heures, une décision de justice, et encore une fois, il y a le sujet du respect de la décision de justice et il y a le sujet de l'indignation légitime que ça suscite chez des millions de Français qui ont le sentiment que c'est pas Marine Le Pen qu'on fait taire, c'est eux. C'est la voix des millions de Français qui sont chaque jour plus nombreux à nous accorder leur confiance et qui, au moment où on se parle, placerait Marine Le Pen non seulement comme candidate qualifiée au second tour, mais comme potentiel président de la République. Mais il pourrait voter pour vous, l'indignation,
Il pourrait vous choisir, vous. Ben voilà, on y vient. Je veux dire, moi, je ne m'habitue pas à ce que, dans une grande démocratie comme la nôtre, en une décision de justice, on ferme, décision administrative, on ferme une chaîne de télé, 24 heures après, tout le monde est passé à autre chose. On élimine la leader de l'opposition, tout le monde est passé à autre chose. Pour l'instant, on ne passe pas à autre chose. Vous dites que ça va laisser des traces profondes dans notre pays ? Non seulement ça va laisser des traces profondes, mais pour répondre à votre question, on ne passera pas à autre chose. Si ce chemin, aussi étroit soit-il, existe, nous allons l'emprunter et nous allons faire en sorte d'aller jusqu'au bout pour accompagner l'indignation que suscite aujourd'hui cette décision dans tout le pays. Et nous utiliserons toutes les voies de recours, même si elles sont minimes, toutes les voies possibles pour faire en sorte que cette grille de départ ne soit pas volée aux Français. Craignez-vous une bouffée de colère ? Donald Trump a comparé ce matin sa situation à celle de Marine Le Pen. Je ne dis pas qu'il y a un risque qu'il y ait un assaut du Capitole ou de quelconque institution dans notre pays, fort heureusement. Mais est-ce que vous craignez ou est-ce que vous pariez sur une Trumpisation de notre vie politique ? En tout cas, beaucoup de Français aujourd'hui ont le sentiment que quand on ne partage pas les idées qui se succèdent à la tête du pays depuis 30 ans, on n'a ni les mêmes droits ni les mêmes devoirs. Je vous rappelle que je suis à la tête d'un mouvement politique et d'un combat avec Marine qui a réuni 33% des Français aux élections européennes, 37% des voix aux élections législatives. C'est-à-dire qu'on est le seul pays du monde, la seule démocratie occidentale où pour gouverner, il faut avoir perdu les élections. C'est-à-dire qu'on arrive à 37% des voix, tout est fait pour nous empêcher de bâtir une majorité et d'accéder au pouvoir. De l'autre, le parti politique, en l'occurrence les LR qui ont fait 5%, eux se retrouvent à la tête de tous les ministères et à la tête du pays. Donc il y a un climat dans notre pays, notre démocratie est malade, elle est abîmée par des décisions qui sont contraires à l'esprit français, à l'esprit de la République française, à la nécessaire égalité entre les citoyens. Et il n'y a pas en France, je le dis et je continuerai de me battre pour cela, de sous-citoyens. Vous avez le droit d'être patriote, vous avez le droit d'aimer votre pays, vous avez le droit de porter l'ambition que la France reste la France sur tout un tas de sujets. Sur le sujet, mais je le dis aux millions de Français qui ont le sentiment qu'on leur marche dessus en permanence. Je m'adresse aux millions de Français qui ont le sentiment qu'à chaque fois qu'ils votent, eh bien, lorsque nous remportons des élections à des scores qu'aucun parti n'a jamais fait dans aucune démocratie occidentale, eh bien nous sommes mis de côté. Je dis surtout aux Français, ne perdez pas espoir. Parce que, je vais même vous dire, je pense que ce qui est en train de se passer, ça va pousser des millions de gens qui ne votent pas pour le Rassemblement national à venir voter pour le Rassemblement national. Et je veux juste dire une chose aux gens qui nous écoutent ce matin, nous finirons par gagner. Parlons de vous, Jordan Bardella. Est-ce que vous êtes le plan B ? Le plan alternatif à une candidature de Marine Le Pen? Est-ce qu'un parti qui aspire à gouverner le pays n'a pas pensé justement à cette alternative? Mais je vais être très honnête avec vous, je ne rentrerai pas là-dedans. Je ne rentrerai pas là-dedans parce que nous avons un genou à terre aujourd'hui, mais on est loin d'être mort. Et par conséquent, tant que nous n'aurons pas déclaré forfait, si je puis dire, et tant que nous n'aurons pas combattu cette injustice et fait appel à toutes les voies de recours possibles, alors je refuserai de me mettre dans ce scénario et dans cette hypothèse. Vous pourriez être accusé 2 fois de ne pas anticiper une situation. La première fois, de ne pas avoir anticipé la condamnation avec exécution provisoire, et la deuxième fois, je vais vous dire, je prends ce risque. Et Marine Le Pen, qui représente aujourd'hui l'espoir pour des millions de Français, m'a tout donné en politique. J'ai travaillé, hein, mais elle m'a donné l'opportunité d'être devant vous. Et la moindre des choses, que je lui dois, c'est de continuer le combat avec elle jusqu'au bout et d'aller à ses côtés démontrer notre bonne foi et de le faire pour une raison très simple, c'est que nous travaillons ensemble, main dans la main, dans une très grande confiance. Beaucoup de Français attendent aujourd'hui qu'on tourne la page d'Emmanuel Macron. Je sais que sur nos épaules, nous avons l'espoir de millions de Français. Et donc je veux dire de manière très simple que je lui suis d'une loyauté totale, que je mènerai ce combat, même s'il était trop avec elle, je serai avec elle.
D'ici là, je ne me mettrai pas et je ne vous dirai pas que je ne me positionne dans toute autre Mais les Français le disent à votre place, Jordan Bardella. À chaque fois oui, mais je comprends qu'on pose la question, votre nom vient immédiatement à la bouche de ces mais Français. Ce qui veut dire aussi... Les sondages s'accumulent en vous mettant devant Marine Le Pen dans les intentions. Mais ce qui veut dire aussi que nous serons là. Vous voyez, et à ceux qui pensent qu'ils tuent le Rassemblement national parce qu'ils mettent hors course, ou qu'ils essaient de mettre hors course, et je pense qu'ils n'y arriveront pas, la candidate naturelle de notre mouvement politique, alors ils se trompent. Jordan Bardella, il y a quand même un élément peut-être, et tout cela a fait voler en éclats votre stratégie politique de normalisation depuis des années, la fameuse dédiabolisation. On vous entend en colère ce matin et vous affirmez que tout sera fait pour ne pas éliminer Marine Le Pen. On se demande si toute cette stratégie de normalisation, de donner des gages, parfois même au gouvernement de François Bayrou finalement, a donné quelque chose. Est-ce que vous la regrettez aujourd'hui, puisque vous appelez à des rassemblements, vous dénoncez la tyrannie des juges, alors qu'on n'entendait pas finalement ce discours auparavant aussi fort, en tous les cas, dans votre bouche? Mais c'est-à-dire, il faudrait déraper, insulter tout le monde, refaire un Capitole à la française. Peut-être pas jusque-là, mais voter une motion de censure, remettre en cause la politique du gouvernement. Certains vous ont reproché une tiédeur face à l'exécutif actuel. Je ne sais pas qui me reproche une tiédeur. En tout cas, ce que je regarde, c'est qu'on n'a jamais été donné aussi haut dans les sondages. Donc c'est peut-être que la stratégie qu'on a choisie... avec Marine, qu'elle a initiée lorsqu'elle a pris la tête de notre famille politique en 2011, fonctionne et produit des résultats. Moi, j'entends ces remises en question sur la normalisation. Bon, la normalisation, c'est apparaître tel que nous sommes. Donc, nous ne sommes pas des fachos, nous ne sommes pas des racistes, nous ne sommes pas des gens d'extrême droite, nous sommes des gens raisonnables, nous sommes des patriotes, nous aimons notre pays et nous voulons nous battre non seulement pour le destin de la France, mais pour le quotidien des Français. Et je vais vous dire le drame dans tout cela, c'est que encore une fois, lors de ces élections législatives, on a considéré que nos électeurs étaient des électeurs de seconde zone et que nos électeurs n'avaient pas le droit de voir leurs idées portées au pouvoir. Résultat, pendant à minima 1 an, le pays est bloqué et les urgences quotidiennes des Français ne sont pas traitées. Donc, je veux dire, moi je ne suis pas un soutien de ce gouvernement, je ne fais pas non plus de lien entre la décision de justice et le gouvernement de François Bayrou. Il se trouve que François Bayrou, lui aussi, est concerné par la procédure d'enquête des assistants parlementaires. Marine Le Pen. Il est troublé. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire le fait qu'il soit troublé, mais les Français sont ravis. C'est-à-dire qu'il a eu quasiment le même procès dans une affaire, mais une amplitude moindre, et qu'il a trouvé que peut-être les décisions. François Bayrou est troublé, alors je pense que les Français. Il avait accordé son parrainage à Marine Le Pen. Ils lisent entre les lignes, mais il y a un désaccord administratif sur la manière dont travaillent les assistants parlementaires entre des partis politiques français et le Parlement européen. La France insoumise est également concernée par la procédure, le MoDem aussi. Mais je veux dire, nous on se bat pour arriver au pouvoir. Et moi je me bats pas et on ne se bat pas pour rester dans l'opposition. Il se trouve que le gouvernement aujourd'hui, compte tenu de la situation parlementaire et du fait qu'on ait tout fait, que mes adversaires se soient coalisés pour nous empêcher d'accéder à Matignon et pour m'empêcher de devenir Premier ministre, a créé une situation de blocage où le gouvernement, au moment où on se parle, est responsable devant le Parlement. Monsieur Bayrou, comme les différents ministres, n'ont été élus par personne, ils n'ont été choisis par personne, ils sont comptables devant le Parlement. Et si nous continuons dans une forme d'inertie où les urgences quotidiennes des Français ne sont pas traitées, alors nous censurons et nous le ferons sans aucune faiblesse. Je pense qu'il faudra revenir aux urnes, qu'il faudra revenir devant les Français par l'intermédiaire d'une dissolution, parce qu'on voit bien que rien de sain ne peut émerger de ce contexte. Qui serait le candidat du RN en cas de dissolution? Vous ou Marine Le Pen? Nous avons toujours dit que j'étais le candidat au poste de Premier ministre. Mais écoutez, s'il y a des élections législatives, vous aurez tout le loisir de savoir qui occupera tel ministère. Comme scénario. Oui, mais je veux dire très honnêtement, on ne pense pas à nous dans ce genre de période. Et je pense que notre différence avec Marine Le Pen, c'est qu'on n'est fondamentalement pas comme les autres. Et que le combat qu'on mène, on ne le mène pas pour notre petite gloriole personnelle. Et parce qu'aujourd'hui, faire de la politique au niveau où on le fait... Vous avez le monopole de l'intérêt général par rapport à tout le reste de la classe politique? Je n'ai pas dit que j'avais le monopole. J'ai peut-être la prétention de dire que le combat qu'on mène, on ne le mène pas pour nous. Et on le mène pour une cause qui nous dépasse. Et je pense que si les Français nous accordent chaque jour davantage leur confiance, c'est parce qu'ils comprennent qu'avec nous, ils pourraient avoir enfin à la tête de l'État des dirigeants politiques qui les aiment, qui les respectent et qui les considèrent. Jordan Bardella, nous sommes sur CNews et sur Europe 1 pour cette édition spéciale. Marine Le Pen a affirmé hier ne pas vouloir se mettre en retrait de la vie politique. Quel avenir pour elle? S'il y a une dissolution, elle perdrait son siège, elle ne pourrait pas se représenter aux législatives.
Quel rôle pourrait-elle jouer dans les prochains mois? Mais nous verrons, mais elle va continuer d'occuper un rôle qui va être un rôle de tout premier plan. Et nous allons continuer à deux, en binôme, main dans la main, à avancer dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt des Français, parce que je suis convaincu que chaque jour qui passe est un jour qui nous rapproche du pouvoir. Parce que pendant que on commente les troublements de M. Bayrou, il y a des urgences quotidiennes pour les gens qui continuent de se dégrader. La facture d'énergie des Français, elle continue de se dégrader. Le pouvoir d'achat de nos compatriotes, il continue de se dégrader. Les libertés économiques qui devraient être données à nos entreprises, à nos chefs d'entreprise, pour relancer la croissance et relancer la production, elles continuent de se dégrader. L'insécurité, l'immigration continue de se dégrader chaque jour. Pourquoi une telle bienveillance par rapport aux neutralités, par rapport au gouvernement? Ça fait Est-ce que la donne politique, pour le dire autrement, a changé depuis hier? Quelle bienveillance, Madame Mabrouk? Le bouton je vois pas la quelle bienveillance. Vous entendez la teneur de nos interventions toute la journée vous avez permis au gouvernement de se maintenir. C'est peut-être un objectif. Est-ce qu'il est toujours le même aujourd'hui, simplement? Mais pas de se maintenir. On a fait le choix de ne pas censurer un deuxième budget parce que nous avons considéré à un moment donné que nous avions obtenu des victoires très claires pour les Français. Si au mois de janvier, madame, il y a 24 millions de Français qui ont reçu un mail d'EDF pour leur indiquer que leur facture d'électricité allait baisser de 15%, c'est grâce aux députés du Rassemblement national et c'est grâce à ces fameuses concessions, à ces fameuses lignes rouges que nous avons décrochées dans le cadre de la censure. S'il n'y a pas eu de déremboursement de médicaments, si les pensions de retraite ont été réindexées au début de l'année 2025, c'est grâce au vote du Rassemblement national. Si en ce moment même, si cette semaine au Parlement européen, on va alléger des directives qui alourdissent le travail de nos chefs d'entreprise comme la CSRD, c'est grâce au travail des eurodéputés du Rassemblement national. Donc nous obtenons des victoires concrètes. Maintenant, s'agissant de ce budget, est-ce qu'il valait mieux pas de budget du tout ? Auquel cas vous m'auriez accusé de me trumpiser, peut-être d'en appeler au Capitole, de déstabiliser l'économie et la société française, de faire tomber M. Retailleau. Vous l'avez fait une fois, on n'a pas dit cela, on n'a pas posé ce genre de questions. Ça aurait pu être un reproche, ça aurait pu être une discussion et je vous aurais répondu avec la même franchise. Plutôt que pas de budget du tout, eh bien nous avons considéré qu'il fallait un budget pour le pays, aussi imparfait soit-il. Pour autant, nous avons été extrêmement clairs. Elle n'est pas écartée aujourd'hui. Si le pouvoir d'achat n'est pas traité, si la proportionnelle n'est pas instaurée, si l'immigration et l'islamisme ne sont pas combattus sur le plan politique, alors nous appuierons sur le bouton de la censure. Parce que ce que nous attendons, c'est pas que d'être convaincus par ce gouvernement qui est fait de briques et de broc, où vous avez chaque mercredi dans un conseil des ministres des gens qui appellent à plus d'immigration, à côté de gens qui appellent à moins d'immigration. C'est la cacophonie la plus totale et il n'y a pas de cap aujourd'hui pour les Français. Donc nous n'aurons aucune difficulté à censurer et à retourner devant les Français. Encore une fois, je veux dire, il y a un chemin qui est certes étroit, nous allons l'exploiter. Maintenant, cette décision, elle a quelques heures. Et il faut aussi que, évidemment, les Français puissent s'exprimer, que cette indignation puisse s'accompagner. Et donc, nous allons évidemment être présents et nous allons continuer d'être présents pour les Français. Vous rappelez, depuis le début de cet entretien, Jordan Bardella, sur CNews Europe 1, que vous constituez un binôme avec Marine Le Pen, à qui vous devez beaucoup, vous le rappelez. Par contre, vous n'êtes pas sur la même ligne sur certains sujets. Ce ne sont pas des dissensions, ce sont des nuances. Mais à quel point ces nuances, à l'avenir, et si elle n'est pas candidate, peuvent aujourd'hui apparaître au grand jour au sein du Rassemblement national? Vous n'avez pas la même ligne sur le plan économique, sur la réforme de retraite. Vous êtes plus marqué à droite. Vous revendiquez même une forme d'héritage, de filiation avec Jacques Chirac. Je crois qu'on n'entendra jamais Marine Le Pen revendiquer une telle filiation. Mais j'ai dit qu'on m'a demandé l'autre jour quel président de la République... C'est pas une honte, hein. Non, mais on m'a demandé de choisir... Non, mais je veux dire, on m'a demandé de choisir un président de la République pour qui j'avais de l'affection au-delà du général de Gaulle. Et j'ai répondu que j'aimais la proximité que Chirac entretenait avec nos compatriotes et la proximité qu'il avait avec les Français. Je pense que ce que vous soulignez comme étant des différences sont des nuances absolument marginales dans le combat que nous menons. Alors certes, on est deux personnes différentes, on a chacun nos parcours, on a chacun notre complémentarité, mais on se bat pour la même chose, nous pensons la même chose et nous luttons avec les mêmes convictions, avec le même amour pour la France et pour les Français. Il peut y avoir des différences, mais qui sont
je dirais, picrocolline au regard du combat que nous menons. Vous pouvez toujours jouer au jeu de cette différence, mais je pense que c'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on représente aujourd'hui un mouvement qui est capable de parler à des millions de Français, qui réunit en son sein des patriotes qui viennent de la droite, qui viennent de la gauche, qui viennent de tout horizon politique. Et je veux dire, cette dynamique électorale, elle est là et elle ne s'arrêtera pas avec une décision de justice aussi violente et aussi brutale soit-elle. Notre projet, c'est de renouer avec le fil de l'espoir et c'est de faire en sorte que notre pays aille mieux et que je pense que notre pire ennemi, c'est le temps. Voilà. Et je pense que dans 5 ans, dans 10 ans, il sera trop tard. Il sera trop tard sur le plan migratoire, il sera trop tard sur le plan démographique, il sera trop tard sur le plan de la cohésion nationale. Et si nous ne reprenons pas dès maintenant le contrôle de notre pays, alors je crains que demain, il soit trop tard. Et qu'en l'occurrence, personne ne le fera à notre place. Vous dites que vous êtes un binôme avec Marine Le Pen, on vous croit. Dans un binôme, on se dit tout. En huis clos, on se dit tout. On se dit, voilà, si je suis empêché, c'est toi qui iras. Est-ce que vous avez eu cette conversation avec Marine Le Pen? Ou est-ce que vous êtes dans le déni complet? Mais on n'est pas dans le déni. Mais est-ce que vous avez eu cette conversation? On n'est pas dans le déni. Mais elle vous a beaucoup dit, de conversations. Jordan Bardella, ce sera vous qui vous... Madame Ferrari, j'ai beaucoup de conversations avec Marine. S'il vous plaît, ne doutez pas de la franchise, de la sincérité et du niveau de confiance qu'il y a entre nous. Et je peux vous dire que loin de nous séparer, ce type de décision nous renforce. Et en réalité, plus on nous tape dessus, plus le lien que j'ai avec Marine se renforce. Donc, nous parlons de beaucoup de choses. Et le Rassemblement national sera présent lors de la prochaine élection présidentielle. Peut-être vous poser la question différemment. Si elle vous dit, ce sera à vous d'aller vous présenter, vous le ferez? Oui. J'ai toujours fait ce qu'elle m'a demandé de faire. Okay. Mais je ne peux pas vous répondre plus sincèrement que cela. Ma loyauté à Marine, elle est totale. Et je pense que les Français qui nous regardent connaissent non seulement ma loyauté à son égard, mais ils savent aussi que j'ai une dette envers elle. Et que, encore une fois, sans l'opportunité qu'elle m'a donnée de porter avec elle les espoirs de millions de Français, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Donc, j'ai toujours été à son service. La politique regorge de trahison. Oui, mais je remercie mes parents qui doivent nous écouter ce matin, mais l'éducation qu'ils m'ont donnée, les valeurs qu'ils m'ont inculquées, fait que ce que vous avez vu et les spectacles lamentables que vous avez pu voir dans d'autres familles politiques, je vous fais une promesse ce matin. Je peux vous dire, redresser le pays, ça sera très très difficile. Et je dis aux Français, ça ne sera pas un chemin de croix. Et ça sera un chemin de croix et ça ne sera pas un long fleuve tranquille. Mais ne doutez pas de cette loyauté. Et si je peux vous faire une promesse, c'est que nous avons commencé ce travail à deux et nous le finirons à deux. Jordan Bardella, Marine Le Pen, un binôme avec des nuances, on l'a entendu, pas de différence, mais un parcours différent. Marine Le Pen, ce sont des années, des décennies de combat politique. C'est une expérience que reconnaissent évidemment ses opposants. Beaucoup soulignent, et c'est ainsi, c'est votre âge, une forme en tous les cas de comment dire, non pas d'inexpérience, mais de nouveauté dans le... Oui, c'est ainsi quand on est jeune, dans le débat politique, mais quand on accède à la plus haute marche justement du pouvoir, est-ce qu'on peut y accéder avec aujourd'hui un manque d'expérience dû à votre âge? Est-ce que c'est aujourd'hui un élément, un inconvénient? Alors, Madame Mabrouk, je vais être très honnête. J'ai bientôt 30 ans. Je ne vais pas m'inventer 40 ans de vie politique que je n'ai pas par définition. Donc, je peux vous repeindre le mur de toutes les couleurs. J'ai l'âge que j'ai. Ce que vous dites dans votre livre, c'est à la fois une qualité qui ne reste pas et un défaut qui passe vite. Ça fait 15 ans que je fais de la politique. J'ai été par 2 fois élu député européen, par 2 fois conseiller régional. Je suis président d'une organisation humaine, d'un mouvement politique qui a fait 37% des voix, qui a plusieurs dizaines de parlementaires, plusieurs centaines d'élus, plusieurs centaines de salariés. C'est une responsabilité au quotidien qui est extrêmement lourde, puisque le combat que nous menons n'est qu'en phase d'ascension. Je ne l'ai connu qu'en phase d'ascension. Je crois avoir beaucoup appris de ce contre-coup des élections législatives. Et je ne peux rien vous dire d'autre avec ma sincérité que chaque jour qui passe est un jour où je me prépare à l'exercice du pouvoir. Je m'y suis préparé évidemment comme potentiel Premier ministre et je continue de le faire. Je considère que les idées et les convictions qui sont les miennes, celles que j'ai au fond du cœur aujourd'hui, celles qu'a Marine au fond de son cœur, sont celles de millions de Français. Et je n'ai par conséquent aucune leçon à recevoir des gens qui se sont partagés le pouvoir depuis 30 ans et qui ont mis le pays dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui.
Et je suis convaincu qu'avec beaucoup de bon sens, avec un amour immodéré pour la France et pour les Français, on peut faire du bien au pays. Maintenant, on peut tergiverser et en discuter des heures. J'ai l'âge que j'ai et ça ne changera pas. Jordan Bardella, vous avez dit, je rebondis sur ce que vous avez dit, on a commencé ce parcours à 2, on le terminera à 2. Est-ce que ça veut dire que vous êtes en train d'installer l'idée d'un ticket? Un ticket Jordan Bardella, Marine Le Pen, que ce soit à l'Élysée ou à Matignon? Il existe ce ticket aujourd'hui. Mais dans l'autre sens? On verra. En tout cas, ce ticket, il existe aujourd'hui et il n'a pas vocation à s'arrêter. Mais vous savez, encore une fois, c'est pas une question de place ou de personne. Je sais que c'est difficile à croire quand on fait de la politique. On a l'impression que vous êtes coincé entre vos devoirs de loyauté et la lucidité de la situation. On a l'impression que vous ne voulez pas dire un mot qui pourrait gêner Marine Le Pen, on le comprend, eu égard à votre relation, mais qu'en même temps, la situation, vous l'avez dit vous-même, le chemin est ténu, véritablement judiciaire. Eh bien, est-ce qu'elle ne vous contraint pas à un devoir de lucidité par rapport aux millions de Français qui se disent aujourd'hui, mais qui va nous représenter dans le camp national pour 2027 ? Vous avez en partie raison, mais je pense que les millions de Français qui se posent cette interrogation, parce qu'ils connaissent non seulement cette solidité que nous avons ensemble, mais aussi nos solidités personnelles, qu'on n'est pas du genre à abandonner. Et le combat de toute la vie politique de Marine Le Pen montre que c'est un combat contre l'épreuve, à contre-flot, pour reprendre le titre de son autobiographie qu'elle avait publiée en 2006. Et c'est un combat contre l'adversité où nous n'avons jamais flanché. Donc, à ces Français-là, je veux leur dire qu'ils peuvent douter de tout, mais pas de ça. Et je leur fais la promesse, et je pense pouvoir parler en nos deux noms ce matin, que nous ne les abandonnerons jamais. Et quelle qu'en soit la forme, quelle qu'en soit la manière, quelle qu'en soit la composition, nous serons là, et nous serons sur la grille de départ. Quelle qu'en soit la manière. Et oui, bien sûr. Et la composition. Mais bien sûr. Je veux dire, on représente un mouvement pour lequel il y a 11 millions de Français qui ont voté. Si vous pensez qu'avec une décision de justice, en cherchant à éliminer la candidate naturelle, vous allez éteindre la voix de millions et de millions de Français, non seulement vous vous trompez, mais vous allez même la rallumer, la raviver, la rendre encore plus forte et la rendre encore plus puissante. Pas plus colérique. Est-ce que vous craignez un moment, pardonnez-moi la comparaison, Jordan Bardella, mais que le dentifrice sorti du tube ne puisse plus y rentrer si vous appelez à des rassemblements? Vous avez déjà essayé de faire rentrer du dentifrice dans le tube. C'est très compliqué. La question, c'est à partir de quel moment vous avez la main sur l'aspect pacifique de ces rassemblements qui, sans doute, se multiplieront à travers la France, si on l'a bien compris. Et qui peuvent être infiltrés par des éléments perturbateurs. Je ne crois pas à ça. Je pense que si ça avait été le cas, compte tenu de ce que nous avons vécu ces derniers mois et ces dernières années, on peut parler des gilets jaunes, on peut parler de la victoire volée à nos électeurs. Rendez-vous compte, on fait 37%. Le lendemain matin, on dit aux Français, OK, ils ont fait 37%, ils n'auront rien. Voilà, vous êtes des citoyens de seconde zone, vous n'avez pas le droit à ce que vos idées soient représentées au pouvoir. Qui le dit? Qui dit vous n'avez pas le droit? C'est quoi? C'est une caste, c'est une élite, un système? Gabriel Attal, Emmanuel Macron, qui disent utiliser les bulletins de vote de la France insoumise qu'on qualifiait de parti antisémite 3 semaines plus tard, pour faire barrage aux électeurs du Rassemblement national. C'est ça la réalité. Bon, quand cet été, on se met d'accord entre mouvements politiques pour faire en sorte qu'au bureau de l'Assemblée nationale, qu'au bureau du Parlement européen, les députés et les eurodéputés du Rassemblement national soient privés d'un siège auquel ils ont droit. Je veux dire, on ne le vole pas, ce siège. C'est des sièges auxquels, par principe, par us et coutume et par respect de la démocratie, nous avons droit. Ils font délibérément le choix de nous écarter. Or, quand ils nous écartent, ce sont des millions de Français qu'ils écartent. Donc, je comprends que ce matin, il y ait beaucoup de gens qui se posent des questions. Je veux juste les rassurer. Nous n'abandonnons pas le combat. Nous n'abandonnerons pas le combat. Et à la fin, nous gagnerons. Jordan Bardella, nous sommes sur CNews et sur Europe 1. Vous dites que vous n'abandonnez pas le combat. Pourquoi ne pas, en ce moment-là, instaurer un rapport de force avec ce système dont vous dites qu'il vous met des bâtons dans les roues, provoquer une motion de censure, la chute du gouvernement Bayrou et mettre la pression sur Emmanuel Macron? Mais, je vous pose une question à mon tour, mais en quoi est-ce que la motion de censure contre François Bayrou va empêcher les juges rouges de prononcer une exécution provisoire? Les juges rouges? Ah oui, les juges rouges, oui. C'est souvent un sens unique, c'est-à-dire qu'on voit jamais... tous les juges sont... Ouais, attendez, il y a François Fillon, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen... je dis que ça se tourne souvent, c'est vrai que ça se tourne souvent contre un camp politique plutôt que contre un autre. Et qu'on a le sentiment, c'est vrai,
que quand on voit les pressions qui sont exercées, le lobbying qui est fait par des syndicats d'extrême gauche comme le syndicat de la magistrature qui compte beaucoup d'adhérents, adhérents directs ou compagnons de route, qui ne représentent pas, c'est vrai, l'intégralité des magistrats, mais qui représentent une part considérable des magistrats, prendre position, critiquer ouvertement des mouvements politiques de droite, appeler à voter contre Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle, c'est vrai que quand on est jugé par ces profils-là ensuite, on peut s'interroger sur leur partialité. Vous avez dû voir défiler des vidéos de Marine Le Pen il y a quelques années parlant du fait qu'aucun élu ne devrait être évidemment condamné, qu'elle combat la corruption, même s'il n'y a pas d'enrichissement personnel. Rappelons-le dans cette affaire, le fait qu'il y ait détournement de fonds publics. Mais c'est pour ça que souhaitait même une inéligibilité à vie. Oui, détournement de fonds publics quand vous tapez dans la caisse. Mais d'accord. C'est ainsi que vous vous présentez. Quand Marine Le Pen parlait, vous faites référence à des propos de 2013, d'une peine d'inéligibilité à vie pour les élus qui étaient condamnés pour corruption. On parle de corruption où les gens ont tapé dans la caisse. Je veux dire, dans cette affaire, je veux dire, le désaccord et la sanction portent, il faut que les Français qui nous écoutent, encore une fois, ne l'oublient pas, sur la façon dont travaillent des assistants parlementaires de députés européens. Si vous aviez reconnu le système, peut-être que la décision aurait été différente. Mais madame, on nous a reproché précisément, rendez-vous compte que on nous a reproché dans cette affaire, ce sont les motivations du tribunal de nous défendre et d'utiliser des voies de recours. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la fameuse négation de l'état de droit qui fait dire à beaucoup de gens, est-ce que nous sommes encore une grande démocratie? Donc il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas d'emploi fictif. On parle encore une fois de la façon dont travaillent des gens qui sont salariés de députés européens, qui travaillent pour le Parlement européen. Enfin, je veux dire, c'est absolument rocambolesque et invraisemblable comme histoire. En réalité, on utilise cette affaire pour mettre Marine Le Pen hors d'état de nuire sur le plan politique et l'éliminer de la course à la présidentielle. C'est ça la réalité. Que changeriez-vous dans le camp national pour accéder au pouvoir? Est-ce que vous seriez, peut-être à l'inverse de Marine Le Pen, l'homme de l'union des droites? Non, mais je sais que ça c'est... C'est une question. Non, mais je sais que vous en rêvez. Non, ça, vous ne pouvez pas dire dans mes rêves et je ne rêve pas de cela, M. Bardella. Je crois le déceler, mais moi je crois qu'il y a aujourd'hui une partie des électeurs de droite qui est orphelin d'un leader, d'une incarnation, d'un projet politique. Nous l'avons dit et je n'ai jamais caché ma volonté d'aller convaincre cet électorat orphelin de la droite parce que je pense que sur les grands sujets, la sécurité, l'autorité, l'identité, les libertés, notamment en matière économique, la défense du travail et du pouvoir d'achat, le redressement de l'école, nous partageons l'essentiel. Mais des patriotes, il y en a partout. Et je pense que l'union des droites, quand un homme ou une femme rencontre le peuple français dans le pays dans lequel nous sommes, dans la grande démocratie qui est la nôtre, c'est une trop petite ambition. Et nous aurons besoin demain de tous les Français et de tous les amoureux de la France pour redresser notre pays. Il y en a à droite, il y en a à gauche, et le Rassemblement national a vocation à parler à tous les Français. Merci beaucoup, Jordan Bardella. Vous travaillez au tome 2 de votre livre, après le premier, Ce que je cherche, chez Fayard? Oui, je suis en train de... Le titre, ce sera Le Dauphin, le candidat de substitution? Non, pas du tout. C'est un livre sur la France, sur les Français, et donc je l'ai annoncé effectivement il y a quelques jours. C'est un peu en décalage avec l'actualité, mais j'y travaillais jusqu'à encore ce week-end, donc... c'est en cours. Oui. Merci à vous, Jordan Bardella. Merci Sonia. C'est moi, merci infiniment. Bonne journée merci beaucoup. Sur CNews et Europe 1, tout de suite Pascal Pro.